l'as apporté? Oui, oui, absolument. Il y en a combien? Oh, il y en a pas loin de 50. Il y a des traductions, il y a des ouvrages que j'ai écrits, il y a des ouvrages que j'ai écrits qui ont été traduits par d'autres. Il y a des articles, il y a des encyclopédies, il y a des ouvrages qui sont plutôt illustrés. Ça occupe combien? Genre 3 tablettes à la maison? Ah, au moins. On s'en prend une chaque? Oui. Par ici? Oui, Ah. merci. Bienvenue au lac Miguet. Ah, Pierre c'est bien Anctil. gentil, Guillaume. Vite, trouve une table parce que c'est assez lourd. Voilà. Voilà. Entre 40 et 50 livres. C'est ça que ça a l'air. Ouais, on va les sortir. Moi, je regarde ça puis je me dis, oui, les livres sont là, mais je les ai écrits aussi. Ah, c'est pas juste du papier. Combien de temps par livre à peu près? Ah, ça varie beaucoup. Un an par livre. Ouais, à peu près 1 an par livre. Quand c'est des traductions ou c'est des livres que j'écris, c'est à peu près 1 an. Des fois, c'est 2. La patère pour les manteaux t'attend juste ici. OK, bon, ça marche. Allons-y. Merci d'avoir accepté C'est un plaisir. ce bilan de carrière juste à côté du lac Miguet. Ça en fait. Ça en fait, puis des fois, je regarde ça, puis je me dis, vraiment, ça a fait tout ça? Parce que je les ai écrits un par un, puis j'ai pas nécessairement pensé à ce que ça ferait à la fin. Mais il y a une continuité, tu vas voir, on va en discuter. Il y a un cheminement constant sur 30 ans. Et c'est ça qui est important de noter, là, à mesure que tu vas faire sortir les affaires. Il faudrait peut-être les classer en catégories. Parce que ça se voit. Premièrement, les livres d'histoire. L'histoire classique, là, où on fouille dans les archives, puis on remet tout ça dans le bon ordre. Ensuite, il y a les traductions. Oui. Il y a des livres de photos. Eh oui. Il y a aussi les livres de Pierre Anctil, traduits par d'autres personnes. Exact. C'est quoi le tout premier livre? Le tout premier livre, c'est un collectif avec Gary Caldwell qui s'appelle Juifs et réalité juive au Québec, qui a été fait en 84 avec l'Institut québécois de recherche sur la culture, qui était dirigé par Fernand Dumont, qui a lancé, en fait, le cheminement. En 1984. Oui, 84. Tu avais? 32 ans. Je venais de revenir de New York. J'avais terminé mon doc et j'avais écrit ma thèse de doctorat. Je l'ai défendue en 80. Je suis rentré à l'Institut québécois en 80 et en 84, ça a donné ça. Et là, la question que je voulais poser, c'est une question qui est importante pour tout le monde. Si on retourne dans le passé, et là, le jeune Pierre Anctil, qui a terminé son doctorat, a entre ses mains son premier livre. Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai découvert une grande idée. J'ai découvert quelque chose qui m'a mis sur la piste et ça m'a frappé très fort. C'est arrivé vers 82. J'ai compris que la communauté juive de Montréal était au cœur de la diversité et du questionnement sur la diversité. C'était la communauté la plus ancienne, c'était une communauté non chrétienne, c'est une communauté qui soulevait des réactions négatives et comprendre la communauté juive, c'était comprendre tout le cheminement historique du Québec face à la diversité religieuse, culturelle, littéraire, etc. Ça m'a sauté aux yeux à un certain moment et cette idée-là, je ne l'ai jamais abandonnée par la suite et je l'ai validée, en fait. Pendant 30 ans, je me suis posé cette question-là. Pourquoi cette communauté-là produit autant d'informations, autant de réflexions? Pourquoi est-ce qu'elle nous fait autant avancer? Moi, étant non-juif, donc à l'extérieur de cette communauté-là, en la regardant, c'est ce que j'ai constaté très tôt dans ma carrière. Et là, le rythme commence à être bon. 84, tout premier livre. 88, un autre livre.
Le rendez-vous manqué, les Juifs de Montréal face au Québec de l'entre-deux-guerres. Avant que tu te mettes à étudier ce sujet-là, qu'est-ce qu'il y avait en français sur les Juifs de Montréal? Il y avait très, très peu. En fait, il n'y avait que de la littérature en langue anglaise, produite à Toronto, un peu à Montréal, et ça c'est important, par des anglophones qui ne lisaient pas le français. Alors, le traitement du Québec français dans cette littérature était assez négatif. Puis il est resté jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire, essentiellement, on croit que les Canadiens français sont plus antisémites, plus menaçants et plus hostiles, et qu'ils ont gardé les Juifs à l'extérieur, complètement de leur monde. C'est un autre problème que j'ai voulu valider dans ma carrière. Qu'en est-il vraiment de ce rapport explicite, précis entre le Canada français catholique traditionnel et le monde juif qui apparaît à Montréal au début du 20e siècle? Là, en anglais, on dit une collision. Soudainement, il y a deux groupes qui ont été mis en présence l'un de l'autre, sans préparation. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné des étincelles, ça a donné des questionnements de part et d'autre. Et ça a été aussi une découverte que j'ai faite au début des années 80. Donc, il y avait des prédécesseurs de Pierre Anctil qui parlaient des Canadiens français et des Juifs, mais ces spécialistes ne parlaient pas français. Non. Qu'est-ce que ça donne comme qualité de recherche? Ça donne une distorsion. Ça va jusqu'à dire que si ça a été si mal dans les rapports entre les Juifs et les Canadiens en général, c'est à cause du Canada français. Autrement dit, le Canada français a fait obstacle, s'est élevé, puis, par exemple, dans la question de l'arrivée des survivants et des victimes juives de Hitler, c'est le Canada français qui a fermé la porte, alors que le Canada anglais, lui, était prêt à faire plus. Ça, c'était ce qui était affirmé. Sans preuve historique, puis sans recherche dans les documents en français. Alors, on était vis-à-vis de constats qui étaient indéfendables. Pour les Anglo-Canadiens, ça paraissait complètement acceptable et raisonnable d'affirmer ça. Il y a des livres, pas nécessairement curieux, mais surprenants. Là. Il y en a un qui a un titre en 3 langues. Oui. Anglais, français. Et là, ça ressemble à de l'hébreu ou... C'est du yiddish. C'est du yiddish. Teitchen ou Niederteitchen, yiddish in Montréal. En plus, ça se lit dans l'autre sens. Oui, ça se lit dans l'autre sens. C'est l'alphabet hébraïque, mais c'est une langue germanique. Alors là, ça a été c'est la 3e grande découverte. Il y a une littérature en yiddish à Montréal qui contient la clé de l'énigme. Et c'est dans cette littérature en yiddish qu'on va essayer de plonger pour comprendre vraiment comment ça s'est passé au moment de l'arrivée. Alors, la plus grande partie des immigrants juifs du début du siècle venaient de l'Empire russe et ils avaient le yiddish comme langue maternelle et comme langue littéraire. Donc, j'ai appris le yiddish. J'ai commencé à apprendre le yiddish en 84 à McGill, un processus qui a duré 5 ans. Au début des années 90, j'arrivais à une compréhension. J'étais capable de lire le yiddish assez bien. Ça s'est amélioré avec le temps. Et là, j'ai été dans les archives juives en yiddish. Il y a les traductions. Il y a des livres de photos aussi. Il y en a quand même quelques-uns. Sur le boulevard Saint-Laurent. Le boulevard Saint-Laurent, c'est un élément important de l'histoire juive de Montréal. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette rue? C'est fondamental parce qu'on appelle ça le corridor de l'immigration. Les Juifs arrivent en bateau au tout début du 20e siècle, avant la Première Guerre mondiale. Et là, on voit une montée très, très rapide. On passe de 7 000 Juifs en 1901 à 30 000 en 1911. Tu vois, là, et à 60 000 en 1931. Tout ça se passe près du port, sur le boulevard Saint-Laurent, qui est le grand axe de l'immigration. Tout le monde rentre à Montréal, qui vient de l'extérieur, puis monte le boulevard Saint-Laurent. Les Juifs, entre autres, les Chinois aussi, les Italiens, les Grecs, etc., etc. Pendant, en gros, une quarantaine d'années, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la communauté juive est toute sur le boulevard Saint-Laurent, à peu près 5 rues de chaque côté. Toutes les usines de confection, les grands commerces, les synagogues. Aujourd'hui, c'est complètement disparu. Il reste des traces archéologiques, pratiquement. Mais il fallait comprendre
le point d'entrée, puis il fallait comprendre le point de départ. Il fallait comprendre d'où étaient venus les Juifs, puis comment ils étaient entrés. Mais qu'est-ce qui explique qu'ils s'installaient sur la rue Saint-Laurent? C'était juste un grand boulevard commercial, c'est ça? Dans les villes nord-américaines, c'est la même chose à New York, c'est la même chose à Toronto. Les Juifs ou les immigrants arrivent dans un point d'entrée, qui est évidemment un point d'entrée maritime, dans notre cas fluvial. Les bateaux arrivent. Puis, dans ce quartier du port, prennent pied. C'est le quartier le moins cher, c'est souvent des quartiers abîmés sur le plan urbain, et développent les premières institutions. C'était la rue La Gauchetière, par exemple, puis avant le boulevard René Lévesque. Et ils montent progressivement, géographiquement. Plus ils montent, plus ils s'intègrent, ils s'adaptent. Ils vont atteindre l'avenue Van Horn à peu près autour des années 30, 20-30. Et après ça, ils vont bifurquer, après la guerre, vers l'ouest, vers les quartiers comme Snowden. Et là, c'est particulier parce que la rue Saint-Laurent, elle coupe Montréal en deux. Exact. Et là, d'un côté, il y avait les Canadiens français, dans l'Est, et dans l'Ouest, les anglophones. Et ça fait des Juifs une sorte de communauté intermédiaire. Exact. Alors, c'est pour ça qu'elle est si importante, c'est qu'elle est une tierce communauté. Elle n'est pas assimilable ni par les Canadiens français. Les Canadiens français ne veulent pas avoir de Juifs dans leurs écoles. Puis pas assimilable par les anglo-protestants non plus, parce qu'eux aussi ont des réticences très fortes qu'ils formuleront avec moins d'intensité. Alors, ils sont comme entre les deux. Et ils tentent d'approcher les deux groupes et ils tentent de trouver un terrain d'entente. Ils ne peuvent pas ignorer un groupe et ignorer un autre groupe. Il faut qu'ils embrassent toute la vie montréalaise. C'est difficile, c'est complexe parce que les deux groupes dominants eux-mêmes ne se parlent pas, sont de deux confessions différentes, de deux langues maternelles différentes. Alors, les Juifs ont comme un travail très long, de longue haleine à faire pour s'intégrer, comprendre deux communautés qui elles-mêmes sont en contact tendu l'une avec l'autre. Ah, ils apprennent le français d'un côté, l'anglais, ils écrivent en yiddish, et là, il y a Pierre Antil qui arrive plusieurs décennies plus tard et qui ouvre un genre de coffre au trésor d'archives en yiddish que les francophones ignoraient jusque-là complètement. Alors, c'est ça qui est très dramatique et fort intéressant. Les francophones, ça s'est passé sous leur nez, littéralement. Le boulevard Saint-Laurent, là, c'est à côté de la rue Saint-Denis, là. Sur le boulevard Saint-Laurent, c'est le yiddish qui est la langue la plus parlée entre les deux guerres. En fait, c'est la langue, le yiddish, la plus parlée à Montréal pendant 50 ans, après le français et l'anglais. Ça, on n'a pas vu ça du tout. On n'a pas compris ça. Ça a pris beaucoup de temps. On a un journal qui apparaît en 1907 à Montréal, le Canada Remblant, un journal yiddish. Chaque jour, publie de l'information sur cette communauté. On ne l'a pas lu. On ne sait pas que ça existe. Et plus, en 1918, apparaît un premier recueil de poésie, Von mein Welt, de Yud Siegel. Les Juifs publient de la poésie à Montréal. Ils écrivent sur Montréal en yiddish et ils font de la poésie sur Montréal et ils développent toute une sphère culturelle qu'on va retrouver dans les années 60, après la Révolution tranquille. Là, il va y avoir un premier contact. Là, les Canadiens français vont découvrir un peu plus les Juifs et inversement. Mais là, en anglais, le yiddish est en train de disparaître. Mais quand même, quand on dit les Juifs, c'est une communauté qui arrive, donc ce sont des immigrants, mais ils arrivent à partir de 1890 environ. Et Montréal, quand la Fédération est créée en 1867, il y a 250 000 personnes, 300 000, et là, les Juifs arrivent, ils sont 10 000, 20 000, 30 000. Ils sont là depuis un siècle. C'est pas des fondateurs de Montréal, mais quand même. C'est pour ça que j'ai appelé mon premier ouvrage de 88, ici, que j'ai écrit entièrement, « Le rendez-vous manqué ». C'est vraiment intéressant dans l'histoire de voir que cette communauté qui joue un rôle clé dans l'espace montréalais, qui est entre deux grands ensembles, qui produit sa propre culture, qui maintient ses positions, elle n'est pas connue du Canada français. Elle n'a pas eu de recherche sérieuse, professionnelle, historique, rigoureuse sur ce monde. Ça émerge à la fin du 20e siècle, quand on découvre, entre guillemets, qui sont là. Et essentiellement, je pense qu'il fallait plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui devaient arriver pour qu'on en vienne à ça. D'abord, le Concile de Vatican II.
Le Canada français est catholique. Il est catholique traditionnel. Dans l'enseignement catholique traditionnel, il y a beaucoup d'hostilité envers les Juifs. Donc, tant que l'enseignement de l'Église ne bouge pas, on ne peut pas. Il n'y a pas personne qui va s'installer là-dedans. C'est hiérarchisé, l'Église catholique. Donc, si le pape dit « ouvrez-vous » aux autres religions, eh bien là, c'est très clair. Ensuite, ça prenait la Révolution tranquille, parce qu'il fallait que les Canadiens français sortent de leur position conservatrice et traditionnelle, puis s'ouvrent au monde. Donc, s'ouvrent au monde de Montréal diversifié. Puis 3, ça prenait la loi 101 pour que les Juifs soient confrontés aux faits français et acceptent d'entrer dans une négociation serrée avec le Canada français et avec l'État qui émerge, l'État français, la francisation, les immigrants dans les écoles françaises, etc. Et c'est seulement après ces 3 phénomènes-là, et moi, je peux vous le dire, je l'ai ressenti personnellement, qu'on pouvait entrer dans le domaine, les Canadiens français. Avant, c'est complètement obstrué, bouché, c'est pas perceptible ou c'est perceptible seulement d'une manière négative. Et je l'ai mesuré beaucoup avec les intellectuels canadiens et français qui étaient au-dessus de moi, une génération au-dessus de moi, qui se sont pas montrés beaucoup ouverts à ce champ nouveau qui commençait à émerger à Montréal autour des années 80. On a parlé beaucoup de choses, les traductions, les livres de photos, la rue Saint-Laurent, le premier livre. Et là, il est où le grand livre, là, l'opus de carrière? Ah, c'est celui-là. C'est celui-là. L'histoire des Juifs au Québec, qui a été traduit, attention, il faudrait retrouver ça. C'est celui-là. Il vient juste de paraître il y a 1 an. Donc, tout ça, là, entre... Attention, là, il y en a tellement, on finit par les perdre. Le premier livre, Celui-là. donc entre le premier livre de Pierre Anctil en 1984 Oui. et l'opus de carrière, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle compréhension Pierre Anctil a développée en 2017 qu'il n'avait pas au départ? Je suis passé d'intuition, j'ai eu des intuitions, on en a parlé tantôt, au début des années 80, à maintenant une compréhension. Là, j'ai vraiment compris que ces intuitions étaient des hypothèses valables et qu'on pouvait les documenter et qu'on pouvait arriver à plus de compréhension rationnelle, rigoureuse du sujet. Alors oui, les Juifs jouent un rôle décisif dans l'histoire de Montréal et dans l'émergence de la diversité forte, pas juste une diversité anglais-français, le catholique protestant. Oui, la littérature yiddish, ce qui est écrit en yiddish, c'est une passerelle pour comprendre cette histoire. Et 3, le rapport au Canada français dans cette histoire est complexe, difficile à aborder et doit être très nuancé. Alors là, le premier ouvrage que j'ai traduit du yiddish au français, qui est... Oui, j'ai vu tout à l'heure. on va le trouver, il est juste ici. C'est Montréal von Nerten, en yiddish, le Montréal d'autrefois, qui sont les mémoires d'un journaliste du journal yiddish qui avait fait paraître en 1947. Et là-dedans, j'ai trouvé les éléments qui me manquaient, les éléments de compréhension, comment on est passé d'une communauté immigrante de langue yiddish à une communauté après la guerre qui a joué un rôle décisif et qui a forcé le Canada français à prendre position. J'ai une question, là, personnelle, Oui. qui n'est pas en lien nécessairement aux connaissances. Pierre Anctil est un Canadien français catholique, OK, qui apprend le yiddish, s'intéresse aux Juifs, commence à publier des textes, des conférences. Et là, éventuellement, c'est sûr que c'est arrivé, Pierre Anctil a fait une conférence sur les Juifs de Montréal devant des Juifs, Oui. devant une majorité de Juifs. Oui, je suis allé faire un postdoc à McGill et je leur ai dit, je vais donner un cours sur l'histoire des Juifs de Montréal à un auditoire juif dans un programme d'études juives à McGill. Et là, la rencontre a eu lieu. Là, j'ai dû expliquer certaines choses devant un auditoire d'universitaires. Et comment ça s'est passé quand on est non-juif et qu'on va expliquer l'histoire juive à des Juifs? Est-ce qu'il y avait un malaise ou quelque chose comme ça? Non, mais écoute, c'est là que l'anthropologie a joué un rôle décisif dans ma carrière. Il y a une posture à prendre. La posture de l'anthropologue, c'est la posture de celui qui observe une société sans la juger
et surtout sans vouloir porter un jugement sur l'autre identité qu'il confronte. L'anthropologie a utilisé ça beaucoup avec les peuples non lettrés et primitifs d'Afrique et d'Asie. Il y a des monographies très, très convaincantes là-dessus. Quand on dit primitif, on veut dire pré-industriel et non-urbain, qui n'avait pas été touché par la modernité. J'ai employé la même méthode avec la communauté juive de Montréal, c'est-à-dire rencontre, écoute, compréhension et non-jugement et respect de l'autre. Et c'est dans ce contexte-là que finalement, j'ai pu m'adresser à des gens qui étaient essentiellement des Juifs. Ça n'a pas été facile toujours, c'est-à-dire que l'anthropologie est basée sur une notion qui est celle du choc culturel. C'est un choc culturel de rencontrer quelqu'un qui n'est pas de sa communauté puis qui parle de ta propre communauté. Alors, je vais te donner un exemple. Quand j'ai commencé mon postdoc, j'ai commencé à traduire du yiddish à peu près à cette époque-là, au début des années 90, et il y avait une de mes bonnes amies qui me regarde, puis je lui dis, j'ai commencé à traduire du yiddish. Elle me dit, tu peux pas faire ça. Tu peux pas, tu n'es pas capable. Je dis, pourquoi? Tu sais pas assez l'anglais. Donc, pour elle, c'était impensable de traduire du yiddish en français. Et ça a été un constat important dans ma carrière. Tout ce que je produisais en français était vraiment comme le boulevard Saint-Laurent, entre deux espaces. Étranger complètement aux francophones, parce que c'est la culture juive, et étranger aux juifs, parce que c'est en français. Et c'est ça qui a permis de bâtir, après, beaucoup plus tard, l'histoire des Juifs du Québec. Les romans, la poésie, ça fait combien à peu près? 6-7 livres? Ça fait une dizaine de traductions. Ils sont tous ici. Tu vois, par exemple, celui-là est fort intéressant. Sholem Stern est un immigrant qui arrive en 27. Nostalgie et tristesse. Oui, bien, je vais t'expliquer. Il arrive en 27 à Montréal et puis il commence à enseigner dans les écoles yiddish. C'est un gauchiste, un communiste. Il part de la Pologne, il arrive ici, il s'insère dans tout le milieu yiddish et arrive la Shoah. C'est ça, nostalgie et tristesse, tu comprends? C'est cette perte inconcevable de la disparition complète et totale du monde juif est-européen dont venaient les Juifs de Montréal. C'est un des traumatismes les plus profonds. Alors lui, il écrit ses mémoires à la fin de sa vie, et dans ses mémoires, il traite du milieu yiddish de Montréal. Et là, on comprend mieux après ça. Il fallait les traduire, puis les lire, puis les transposer dans une autre culture. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 20 et 30? Et à Montréal, il y a eu 3 milieux littéraires qui se sont placés un à côté de l'autre, ils se sont côtoyés sans se rencontrer. On connaît l'École de Montréal et l'écriture canadienne-française. Ouais. On connaît l'écriture anglo-britannique. Il y a eu des grands écrivains anglo-britanniques de Montréal. Et il y a eu, entre les deux guerres, des écrivains yiddish comme lui, Sholem Stern, et d'autres, qui ont laissé une littérature montréalaise en langue yiddish, qui n'était pas connue, perçue, comprise et même identifiée par les francophones. 3 littératures qui se développent en même temps à Montréal. À Montréal. Qui parlent de la réalité urbaine, des langues différentes, dans le même espace géographique. Phénomène fort intéressant. Les Juifs qui arrivent d'Europe de l'Est et qui ne connaissent pas la démocratie et le libéralisme vont juger Montréal d'une manière très positive. Les Canadiens français qui arrivent à Montréal, comme Michel Tremblay, vont juger le Montréal anglophone très aliénant. Ils sont dans un rapport d'infériorité, de minorisation. Alors, les Juifs n'ont pas du tout ressenti ça. Les Juifs ont fait, en fait, ils ont écrit une littérature très positive, d'insertion dans un monde auquel ils se sont attachés profondément. Et c'était le propos de l'ouvrage Tourmalka. C'est une série d'articles que j'ai réunis. Un jour, j'ai découvert qu'il y avait une société sioniste au début du siècle qui s'appelait Tourmalka. Tourmalka, c'est une des collines de Jérusalem. La tour de la reine, tour en hébreu, ça pourrait se traduire par un espace construit.
Malka, la reine. Alors, on fait le parallèle entre les collines de Jérusalem et le Mont-Royal. Pour les sionistes qui arrivaient, qui lisaient la Bible, qui pensaient, qui priaient avec une notion de Jérusalem et ses collines, on a vu le Mont-Royal, puis on a dit, ben c'est la même chose. On est donc dans un espace qui nous est favorable. C'est une des collines de Jérusalem. Et on a donné le nom Tour Malka à une des premières sociétés sionistes mutuelles de Montréal au début du 20e siècle. Là, tu vois la correspondance très particulière que les francophones n'auraient jamais faite. On fait des piles. Oui. Donc ça c'est les une traductions. traduction. OK. Ça. Les monographies. Les monographies, on va les mettre ici. Ça, c'est une traduction. Ça, c'est une traduction. Ça, c'est un recueil d'articles. Bon, ça, c'est un livre traduit par quelqu'un d'autre. Ça, c'est les ouvrages sur le devoir. Les anthologies. Oui. Fait que là, il y a 3 anthologies sur le devoir, Oui. dont une sur Georges Pelletier, donc 1932 à 1947. Ensuite, il y a Henri Bourassa, le fondateur, Oui. 1910 à 32. Puis ensuite, il y a eu Oui. une autre anthologie. Ça a été un grand tournant pour moi, celle-là. J'ai parcouru tous les éditoriaux du Devoir de 10, la Fondation, par Bourassa, jusqu'à la mort de Pelletier en 1947. C'est 11 000 éditoriaux. J'ai mis de côté, dans cette recherche, tous les éditoriaux sur les Juifs dans le Devoir. Il y en a eu combien à peu près? 200. Sur 11 000. Oui, Donc, on est à... à 2 OK. Mais c'était fondamental. Il fallait comprendre qu'est-ce qui, pour le Devoir, était un problème chez les Juifs et pourquoi on résistait à l'idée de s'ouvrir. Alors, il y a une fermeture systématique et le problème principal pour le Devoir, c'est l'arrivée des Juifs allemands. À partir de la fin des années 30, le Devoir ne veut pas que les immigrants juifs allemands entrent au Canada français. Peur de l'assimilation qui rejoignent les anglophones. Oui, aussi peur de la concurrence jugée déloyale, peur en fait, résistance à accepter une population non chrétienne, et puis tous les préjugés doctrinaux profonds de l'Église catholique. Des impies, des immoraux, des gens portés sur la criminalité, des gens qu'on ne peut pas contrôler. Il fallait que je le fasse. Je trouvais ça important de comprendre la position du Canada français, ce que les auteurs, les historiens anglophones n'avaient pas fait. On voit que c'est pas possible de faire toutes sortes de piles complètement claires et distinctes les unes des autres. Ça fait beaucoup. Fait que là, je pense qu'on va s'arrêter parce que il faut quand même que je vide la baignoire de Pierre Anctil sur ses recherches, parce qu'il y a encore plein de choses dont on n'a pas du tout discuté. L'antisémitisme, les Franco-Américains, ça en fait beaucoup. Jack Kerouac, etc. Donc là, on va laisser ça reposer, puis on va faire une entrevue sur la recherche de Pierre Anctil. OK. Alors, Pierre Anctil, la retraite commence. Mais est-ce que la retraite, c'est vraiment la fin de quelque chose? Non. Non. En fait, c'est le moment de faire le bilan, mais aussi c'est le moment de lancer les dernières recherches. Ce qui manque, ce qu'on n'a pas compris, ce qu'on n'a pas parcouru, puis qu'on aimerait laisser. Souvent, on dit que bien des chercheurs sont encore plus productifs une fois à la retraite que pendant leur carrière. Alors, deux, trois autres tablettes dans la bibliothèque de Pierre Anctil. Je pense pas que je vais avoir le temps d'en faire autant que ça, mais encore quelques recherches qui me tiennent vraiment à cœur. Ce qu'on sait souvent, c'est que plus on avance dans une expertise, surtout en histoire, plus on a une connaissance intime de tous les événements qui se sont mélangés. Des fois, même, les historiens maîtrisent mieux le contexte que les acteurs de l'époque. C'est toujours la métaphore du soldat sur un champ de bataille qui voit seulement ce qui est autour de lui. Nous, on sait ce qui est arrivé, on connaît la stratégie, on sait quelles décisions ont été prises, on a tout le background devant nous. Quand on scrute ton œuvre, on voit qu'il y a 3 grands thèmes. Les Franco-Américains, c'est là que tout a commencé. Le jeune anthropologue qui se fait les dents sur les méthodes, les terrains, les gens qu'il faut rencontrer. Les journaux Oui. et les Juifs. Oui.
Ces trois sujets-là, si on veut, vont même se féconder et donner d'autres sujets comme l'interculturalité, bien sûr le yiddish, la traduction qui est en soi quelque chose qui ne relève pas de l'histoire, l'antisémitisme, qui est une déclinaison de l'intérêt pour les Juifs, mais aussi l'histoire de Montréal. Alors, on dit souvent que chez les gens qui font une longue carrière, tout commence par une anecdote. Oui. Pourquoi l'anthropologie? L'anthropologie, parce que l'anthropologie, ça me permettait de sortir mon milieu bourgeois. Ça me donnait accès à une rencontre, à un dialogue. Alors, j'ai découvert que j'étais très bon pour rencontrer les gens, pour m'asseoir avec eux, les écouter, parce que l'anthropologue écoute plus qu'il parle, mais recevoir un enseignement et s'immerger dans une culture qui n'est pas la sienne. Ça peut être au coin de la rue, pas besoin d'aller au cœur de l'Amazonie. Et ça peut être un groupe immigrant qui vient d'arriver. Choisir d'entreprendre une démarche dans une autre logique culturelle, sortir de son espace. Alors, dans le cas de Kerouac, oui, une anecdote, j'ai commencé à lire Kerouac assez jeune, en anglais toujours. Et puis, pour ma maîtrise, j'ai fait un terrain à Saint-Vallier-de-Bellechasse, près de Québec. Et puis, un jour, je faisais le terrain, je lisais à Kerouac, les États-Unis, l'immigration vers les États-Unis. Puis, j'apprends, je regarde les archives de la paroisse de Saint-Vallier. Il y avait un montant X dans les archives, c'était leur budget, et tout en argent américain. Ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient partis de Saint-Vallier, au tournant du siècle, qui envoyaient de l'argent américain à Saint-Vallier et qui nourrissaient, en quelque sorte, soutenaient l'économie de Saint-Vallier. Les gens qui étaient à Lowell ou à Manchester ou qui étaient à Danielson au Connecticut. Au fond, c'est un peu une curiosité canadienne-française qui t'a mené à l'anthropologie. Oui, moi, je cherchais pas, bon, comme d'autres de mes collègues, à l'époque, on faisait déjà beaucoup de recherches sur les Autochtones, on faisait des recherches sur des contrées lointaines, mais on avait décidé, un petit groupe à Laval, dans les années 70, de faire de la recherche dans les zones rurales qui entouraient Québec. Et comment est-ce qu'on pouvait comprendre le milieu rural, son insertion dans l'urbanité et bien sûr, ce qui était perçu comme les origines du Canada français. Au fond, qu'est-ce qui t'intéressait chez les Franco-Américains? C'était l'exode de ceux auxquels tu t'identifiais? Les catholiques de la région du Québec? Oui, il y avait l'exode, l'immigration, la transformation. Et puis, il y avait, dans Maria-Chapdelaine, il y a 3 prétendants. Maria-Chapdelaine a 3 prétendants. Un de ceux-là vit à Lowell. Il va la voir au Lac-Saint-Jean, puis il lui dit « Viens avec moi dans les grandes villes américaines, les boulevards pleins de lumière, la culture, l'argent plein les poches. » Et puis, alors ça, c'est prenant. Ça a eu beaucoup d'impact. Et quand j'ai traversé la frontière, j'ai découvert ce que c'était que le Canada français des États-Unis. C'était quand même 1 million de personnes qui avaient traversé, en gros, entre la guerre civile et le début de la Première Guerre mondiale, la guerre civile américaine, qui ont connu un destin historique complètement différent, qui ont tenté de préserver pendant un certain temps l'idéologie rurale canadienne-française, puis ont finalement basculé dans le grand tout américain, comme Jack, qui va écrire, Jack Kerouac, qui va écrire en anglais, qui va devenir un héros culturel des États-Unis, né dans le petit Canada de Lowell, francophone à sa naissance. On a découvert beaucoup plus tard qu'il écrivait même en français, ça a été publié il n'y a pas si longtemps. Donc, un parcours atypique que le Québec ne pouvait pas vraiment réconcilier avec ses idéaux de libération. Les Québécois devenus américains. Sur la route, c'est le seul livre d'un Canadien français qui figure dans la liste des 100 livres les plus importants du 20e siècle aux États-Unis, tel que déclaré par le magazine Times. La littérature canadienne, française et québécoise a eu de la difficulté à s'exporter. Il y a eu quelques succès, Gabriel Roy, par exemple, mais ce livre-là a trouvé une place dans la littérature internationale
Pourquoi? Jack Kerouac était totalement inconnu quand il a écrit son roman au début des années 50. Il a pris un immense rouleau, il a mis ça sur une machine à écrire, puis il a tapé, il prenait beaucoup de barbiturique. Tapait. Et le rouleau existe toujours. C'est une sorte d'automatisme. Alors, ça correspond un peu à la période d'automatisme au Québec avec les peintres des années 50. Ce qui a fait la force du roman, c'est pas tellement ce que Kerouac vivait puis qui il était, parce qu'en fait, on l'a découvert après, puis quand on l'a interviewé, on a réalisé que c'était un gars plutôt ordinaire et plutôt porté sur l'alcool. C'est cette force de déplacement, cette constante immigration et dans la littérature mondiale, c'est quelque chose de tout à fait unique. Alors, il va être le disciple, sans le savoir, de Dos Passos, John Dos Passos, qui publie dans les années 30, pendant la Grande Dépression, des romans du même titre. C'est le road movie, c'est le road trip qui est complètement nord-américain, des gens qui sont déracinés, sans espoir, qui circulent continuellement. C'est cette énergie brute que Kerouac va projeter, qui va avoir tellement de retentissement aux États-Unis. Alors, Kerouac, sur la route, franco-américain, tout ça, mène Pierre Anctil à faire un doctorat à New York Tout à sur fait. les franco-américains de la Nouvelle-Angleterre. Alors, c'est ce qui m'a fait traverser la frontière à 22 ans, m'inscrire dans une école, le New School for Social Research, et découvrir un autre univers sur le plan intellectuel. Parce que, bon, après une maîtrise à Laval, j'avais soif d'autre chose, d'autres approches. Et le New School, c'était l'école de Francfort, d'origine allemande, en bonne partie juive allemande, au début du 20e siècle, qui évidemment, va établir, à partir du néo-marxisme et à partir d'un positionnement très progressiste, va établir des réflexions sur la société moderne, la civilisation, la culture de masse, la Shoah, etc., etc. Et c'est ça que j'ai rencontré à New York. J'ai baigné dans une culture juive allemande, puis ça a complètement transformé ma façon de voir les choses. New York, ville d'immigration par excellence en Amérique du Nord, toute la diversité, la complexité de cette vie new-yorkaise avec un port d'attache qui était une université qui avait reçu, dans les années 30, les Juifs allemands expulsés par Hitler de leur pays. Alors, il y avait un bouillonnement de complexité. Pour un Québécois, c'était vraiment autre chose. C'est comme changer de pays, c'est comme changer de langue, changer de forme de pensée. Je me suis senti très bien de faire ça. Juste pour la mention, Hannah Arendt, Léo Strauss, Hans Jonas, Claude Lévi-Strauss, Keynes, Habermas, et là, il y en a d'autres qui ont enseigné là. C'est tout un milieu, ça? Oui, et puis, New York, en anglais, on dit une powerhouse. Là, c'est un lieu de convergence extrêmement puissant de toutes sortes de courants de pensée, toutes sortes de façons d'appréhender la modernité. Alors, les gens que tu as nommés, un grand nombre étaient des Juifs qui avaient dû fuir Hitler, qui ont réinvesti dans le monde nord-américain dans les années 30 et 40 toute une pensée nouvelle. Hannah Arendt, qui va écrire, évidemment, la pensée totalitaire et surtout qui va écrire sur le procès d'Eichmann à Jérusalem en 1961. Donc, une vivacité, une intensité que je découvrais, qui était importante, qui était à l'échelle internationale, qui était sur les grands enjeux. Ça a été une ouverture extraordinaire. Malgré tout ça, malgré d'être entouré de Juifs, d'être dans un milieu très judaïque, Pierre Anctil, pendant son doctorat, ne touche pas à la question juive, ne s'intéresse pas encore aux Juifs. Non, ça va prendre un peu plus de temps. Dans les milieux du New School, dans les milieux intellectuels de New York, c'est pas le Ivy League, c'est pas Harvard, c'est pas Cornell, c'est pas d'autres milieux comme Yale. C'était un milieu d'immigrants. C'était un milieu d'intellectuels immigrants qui n'avaient pas le même statut aux États-Unis. J'ai rencontré le monde intellectuel juif allemand, mais ça m'a pris un certain moment pour comprendre que moi, je pouvais entrer dans ce monde-là aussi. C'est venu à mon retour à Montréal en 78. Alors, tu vois, la chronologie est serrée, là. J'arrive à New York à l'automne 75, je commence mes études. Je reviens à l'automne 78
3 ans seulement. Je termine ma thèse, on est en début 80, et là, la porte s'ouvre sur le monde juif montréalais. Ouais, des fois, quand on est jeune, on vit dans un décor qu'on ne remarque pas, mais on le revisite plus tard. C'est ça qui est arrivé. Oui, mais c'est aussi que la charge est tellement intense, tellement puissante sur le plan intellectuel, sur le plan culturel. New York, c'est une telle densité, c'est un choc culturel. En fait, c'est l'application anthropologique du choc culturel. Ça m'a pris un certain moment pour l'absorber puis pour le comprendre. Quelques mots sur les Franco-Américains, parce que c'est quand même le sujet de la thèse. Il y a toute une littérature sur ce qui est arrivé. La moitié de la population canadienne-française part en exil. Est-ce que Pierre Anctil a rencontré des Franco-Américains pendant son doctorat? Est-ce que tu les as interviewés? Oui. Ce que j'ai décidé de faire après 78, j'arrive à Montréal. Alors, de 77 à 78, j'ai décidé de passer un an seul à Woonsocket, au Rhode Island, qui était la ville la plus francophone d'Amérique après Québec. À Woonsocket, c'était pratiquement les 3/4 des ouvriers qui étaient francophones. Les maires de la ville étaient canadiens-français. Toute la fonction publique, c'était vraiment renversant de voir ça. Et il y avait d'immenses usines de textiles qui fonctionnaient. Une ville d'à peu près 50-60 000 personnes au nord du Rhode Island, un peu au sud de Boston. Et là, j'ai mesuré l'écart. J'ai vu qu'entre moi et eux autres, il y avait la Révolution tranquille. Et que ce qui restait de la culture francophone, c'était le Canada français rural. Les Franco-Américains de ces régions-là, ils parlaient sans l'apport des mots et des concepts francophones entrés au Québec après la Révolution tranquille. Ils parlaient avec beaucoup plus d'anglicisme que nous. Et la notion du Canada français, c'est une notion religieuse aussi, alors que moi, je ne l'avais plus. Alors, j'ai vraiment subi une sorte de choc là aussi. C'est comme si les Franco-Américains étaient restés un groupe culturel, tandis que les Canadiens français du Québec étaient devenus une nation politique civique. Exact. Oui. Les Franco-Américains sont le groupe le plus important de la classe ouvrière en Nouvelle-Angleterre, tout de suite devant les Irlandais. Et ils ne choisiront pas de faire de ça un véhicule politique. Ils auraient pu. Il y a beaucoup de régions de la Nouvelle-Angleterre, dans les années 30, 40, 50, où l'électorat francophone domine. Ils peuvent élire des gens. Non, ils vont rester sur leur paroisse, ils vont rester sur leurs journaux, leur vie philanthropique catholique, et ils vont s'assimiler tranquillement à partir de ça. Ils vont abandonner en cours de route, par inertie, tout un tas de phénomènes linguistiques, culturels. Très vite, en fait, à partir de la guerre, alors moi, je les rencontre à la fin des années 70, il n'y a plus personne de mon âge qui parle français. Il n'y a que des vieux. Alors moi, je suis une anomalie dans ce monde-là. Je parle français, langue maternelle, alors que toutes les gens de mon âge, de ma génération, sont passés à l'anglais. Ils sont encore catholiques, ils ont encore toute la culture, mais ils ne parlent plus français. Et ça, c'est le premier chapitre. Si on veut, dans l'histoire de l'historien que tu es devenu, les Franco-Américains, New York, le doctorat. Et là, ce chapitre se ferme et il y en a un autre qui commence, à Montréal. Oui. Alors, à Montréal, tu débutes des recherches à l'Institut québécois de recherche sur la culture. C'était quoi l'IQRC? L'IQRC, c'est un institut de recherche que le PQ a créé en 79, le PQ de René Lévesque, après l'élection de 76. Et il y avait des éléments dans ça l'Institut qui a été confié à Fernand Dumont, qui était d'abord sous-ministre de René Lévesque, puis qui s'est vu confier. Alors, il y avait des éléments qui étaient l'observation de la société canadienne-française et de ses changements. Mais moi, je pense que le PQ, Camille Lorrain, la loi 101, la francisation des immigrants pour la première fois de l'histoire, a imposé à l'IQRC un volet d'observation, de compréhension de la francisation et des communautés culturelles déjà en place. C'est là-dedans que je suis entré. Le PQ n'avait pas aucune compréhension, notion claire, et particulièrement les ministres et les députés qui n'étaient pas de la région de Montréal. Ils n'étaient pas en majorité, les gens de Montréal, dans le
dans la députation qui entre en 1976 au Parlement. Il voulait savoir qu'est-ce qui se passait sur le terrain, qui il fallait rencontrer, comment se divisaient les communautés culturelles, à partir de quels critères. Et c'est comme ça que ma carrière à Montréal a commencé au début de 1980. Donc, une fois arrivé à Montréal, très souvent, les gens terminent leur doctorat et qu'est-ce qu'ils font? Ils partent en famille, tuer des enfants. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Pierre Anctil se mette à s'intéresser aux Juifs alors que ce n'était pas le cas auparavant? Après New York, j'avais intériorisé une série d'éléments culturels juifs à New York. Je les avais même intériorisés jusqu'à un certain point avant. Et là, dans ce milieu de l'IQRC, on me demande de circuler dans les communautés, de réagir à ça. Et quand j'entre dans la communauté juive, parce que c'est une des grandes communautés numériquement dans les années 80, je découvre que j'ai un langage commun avec eux. J'ai appris, j'ai absorbé des notions à la fois culturelles, à la fois intellectuelles, à la fois théoriques et des perceptions que je peux partager avec la communauté juive de Montréal. Et ça, c'est quelque chose que j'amène de New York. Et particulièrement, je parle anglais très bien. Alors, je suis entré dans la communauté juive en mode anthropologique. Observation, participation, écoute. Et peu à peu, j'ai découvert l'histoire juive de Montréal et son importance pour l'histoire du Québec. Mais souvent, quand on fait de la recherche à l'université, la formation suit le mode du compagnonnage. C'est-à-dire qu'il y a un maître et un apprenti, souvent. Oui. Est-ce que c'est arrivé à Pierre Anctil, à l'IQRC, l'Institut québécois de recherche sur la culture? Non. Alors là, c'est là qu'il y a eu une rupture intéressante. Quand j'ai quitté Laval, j'ai quitté seul. J'ai décidé d'aller à New York. C'est moi qui ai pris la décision. Quand je suis revenu, c'est Dumont qui dirigeait l'Institut québécois de recherche sur la culture. Je n'avais pas de ce lien avec lui. Il m'a engagé parce qu'il voulait faire de la recherche en français sur ce sujet. Il y avait pratiquement personne qui pouvait le faire à l'époque. C'est dans la communauté juive que j'ai trouvé mes mentors. Est-ce qu'on peut savoir c'est qui? Pourquoi pas? Alors, premièrement, ça a été David Rome, que j'ai rencontré au tout début des années 80. Rome était l'archiviste du Congrès juif canadien. Il avait écrit plusieurs pamphlets, ouvrages, avait fait des tentatives de compréhension de l'histoire juive montréalaise. Puis, il m'a initié progressivement et il m'a convaincu d'apprendre le yiddish à partir de 84. Puis, mon professeur de yiddish, la première année, Leib Tenzer, a été un autre mentor important. Alors, j'ai pris pied dans cette communauté-là d'une manière très précise en ayant des guides et des personnes qui ont compris l'importance, et là, il faut être très clair, compris l'importance de laisser des non-juifs entrer dans la sphère de l'histoire juive montréalaise pour qu'elle soit racontée d'un point de vue différent et qu'elle entre dans la compréhension de la majorité francophone, qu'elle soit racontée en français. Je suis sûr que c'est ça qui s'est passé. C'est ça qu'ils ont compris, eux, et moi, c'est ce que j'ai compris aussi. Donc, en apprenant le yiddish, je franchissais une barrière. J'étais le seul francophone à apprendre le yiddish. Mais les gens se sont dit, oui, mais si un francophone apprend le yiddish, ça va nous servir aussi. Et c'est une bonne chose. Et là, ça a donné tout ce qui va suivre ensuite, ces nombreuses traductions, ces découvertes dans les archives de livres importants qui, maintenant, ont une vie en français, alors que ça aurait pu ne pas être le cas sans Pierre Anctil. Et oui, il y a eu une brèche dans la muraille qui s'appelle la traduction. Et pour faire franchir à ce savoir, à cette connaissance, à cette littérature, la muraille religieuse et linguistique, il fallait les traduire. Et en les traduisant, là, pour la première fois, moi, je l'ai découvert en la traduisant, et d'autres ont pu la lire. Et là, on a compris, il y a une trentaine d'années, en tout cas, certaines personnes ont compris qu'on ne peut pas faire l'histoire de Montréal sans faire l'histoire des Juifs de Montréal.
l'histoire des Juifs au Québec en quelques périodes. Alors, pourquoi il y a autant de Juifs qui débarquent à Montréal à la toute fin du 19e siècle? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on n'a pas compris au début. La plupart des gens n'ont pas compris. Moi, quand j'ai finalement étudié l'histoire juive mondiale, européenne, mais particulièrement l'histoire juive de l'Empire russe, j'ai finalement compris que c'était un mouvement mondial, qu'il y a 1 million de Juifs qui ont quitté l'Empire russe entre 1905 et la Première Guerre mondiale, dont une petite partie, entre 20 et 30 000, sont venus au Canada. Et ils décident de venir à Montréal, pas d'aller à Vancouver. Il faut comprendre géographiquement que quand on traverse l'Atlantique, dans quelle grande ville on arrive au Canada? Bien, on arrive à Montréal. On n'arrive pas à Vancouver parce qu'on traverse l'Atlantique. On n'arrive pas à Winnipeg parce qu'on vient en bateau. Alors, c'est Montréal qui est aussi la plus grande ville industrielle du Canada à l'époque. C'est la métropole économique. C'est là que les Juifs vont s'installer. C'est le début de la communauté juive actuelle. C'est la grande vague migratoire. On passe en 1901, 7 000 à 60 000 en 1931. Alors, une croissance phénoménale, une entrée. Alors, qu'est-ce qui se produit? Les Juifs veulent quitter l'empire du Tsar, l'oppression, la violence, les pogroms, la pauvreté. Le Canada veut recevoir des immigrants. C'est le plan Sifton de Wilfrid Laurier. La porte s'ouvre, les Juifs entrent. Ça dure en gros 20 ans. Et pendant ce moment-là, par une coïncidence historique, et la porte est ouverte et les Juifs veulent entrer. Au fond, les Juifs qui débarquent à Montréal, c'est des réfugiés. C'est des réfugiés, c'est des gens qui découvrent à Montréal l'émancipation politique, le libéralisme, le droit de publier ce qu'ils veulent dans la langue qu'ils veulent et fondamentalement le respect, le droit d'avoir la vie sauve, d'être considérés comme les Juifs, considérés comme des personnes en droit et vis-à-vis de la loi, égales aux autres. Il n'y a pas un genre de clin d'œil dans l'histoire québécoise et juive où les Canadiens français s'exilent hors du Canada parce qu'au fond, il y a toutes sortes d'enjeux économiques qui les concernent. Et là, il y en a d'autres qui arrivent à Montréal. Oui. C'est comme un croisement de deux peuples qui s'exilent. Oui, oui. Alors, c'est fort intéressant et c'est probablement ce qui m'a poussé dans cette direction. Les Franco-Américains sont en fait des exilés. Ils sont une manifestation dans notre histoire du grand mouvement migratoire qui touche toutes les parties du monde, européens et nord-américains. Et en même temps, les immigrants juifs arrivent qui vont être la communauté immigrante principale de Montréal pendant 50 ans. Jusqu'à l'arrivée des Italiens dans l'après-guerre. La communauté juive, elle permet de remettre en question le monolithisme canadien-français. Il y a eu beaucoup de vagues d'accueil. Il y a eu les Irlandais avant les Juifs. Il y a eu les Irlandais avant les Juifs. Il y a eu les Anglo-Britanniques, évidemment. Il y a eu aussi un certain nombre de Slaves qui n'étaient pas des Juifs. Il y a eu les Italiens. Il y a eu toute une kyrielle d'autres groupes. On reçoit que des Européens avant la Deuxième Guerre mondiale parce que le Canada a des préjugés raciaux contre les Asiatiques, contre les Africains, etc., etc. Donc, essentiellement, notre diaspora, notre diversité montréalaise est européenne. Tout ce qui vient d'Europe, toute la grande diversité qui s'installe. Montréal est comme New York dans une version réduite ou beaucoup moins intense. Mais c'est la même histoire qui se passe à Montréal qu'à New York. C'est ça. C'est ça qui nous unit, qui nous insère, nous intègre dans les grands processus mondiaux de la fin du 19e, du début du 20e. Le Québec est une terre d'accueil parce qu'il se produit à l'échelle internationale des phénomènes de déplacement massifs. Alors, on calcule que 30 millions d'Européens ont traversé l'océan pendant la période de la grande vague migratoire qu'on appelle la plus grande de l'histoire canadienne, donc fin 19e jusqu'à la Première Guerre mondiale. Pour nous, au Canada, c'est 2 millions, et à Montréal spécifiquement, autour de 200-300 000 qui arrivent en l'espace de quelques années. C'est ça qui est très remarquable, c'est cette rencontre entre le Canada français et les Juifs est-européens. C'est quelque chose de subi, non prévu, imprévisible, et qui produit une énergie très grande, qui est une rencontre décisive dans l'histoire. Il y a un personnage politique, en fait, le premier ministre le plus connu et le plus mémorable même de l'histoire du Québec, c'est René Lévesque. Oui.
René Lévesque a été journaliste de guerre. Il a vu, lu, couvert ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il connaît le sort des Juifs. Oui. Mais en plus, René Lévesque, c'est un nationaliste. Et je me dis qu'il avait peut-être pour ambition de se rapprocher des Juifs du Québec parce qu'eux connaissaient, dans leur perspective, l'importance d'avoir un État juif du point de vue juif et ils se disaient ils sont sans doute en mesure de comprendre pourquoi les Québécois ou des Québécois souhaitent faire l'indépendance. Tout à fait. Première chose, René Lévesque était témoin oculaire de la Shoah. Il arrive à Dachau, le grand camp de concentration allemand, en avril 1945. Il est journaliste pour l'armée américaine. Il voit Dachau, le jour de la libération, et les milliers de personnes qui sont mourantes lorsque les Américains entrent dans le camp. Ça, les Juifs le savent. Et quand René Lévesque va rencontrer les communautés juives, il parle dans les synagogues, pendant les élections de 76 et 81, et pendant le référendum de 80, il y a entre les deux, parce que la communauté juive est composée aussi de survivants de l'Holocauste en nombre important, il y a une complicité, d'abord. Deuxièmement, on sait que les Juifs de Montréal sont en grande partie des sionistes. Ils sont sionistes depuis leur arrivée. Ils ont développé, cultivé cette notion que les Juifs ont besoin d'un État pour survivre dans un monde en flux. C'est la thèse sioniste. Et René Lévesque vient leur dire, nous aussi, les Québécois, c'est ce qu'on veut. Et là, il va faire quelque chose, et ça, on en a les preuves dans la presse juive anglophone de Montréal. Il va dire aux Juifs dans les synagogues, ce que vous avez, c'est ce qu'on veut. Bon, c'est un peu court, là, c'est un peu vite comme comparaison. Il ne dira pas ça devant des auditoires canadiens-français. Il ne dira pas ça au Centre Paul Sauvé ou ailleurs. À cause de la sympathie palestinienne au Québec, c'est ça? Part, puis parce que c'est pas sûr que tout le monde va le comprendre exactement, puis ça va paraître incongru. Puis dans le monde, les Juifs, il le dit carrément. Et les Juifs qui le craignent beaucoup, d'une certaine façon, quand il prend le pouvoir en 1976, craignent que les décisions de René Lévesque et la francisation vont s'exercer contre eux, réalisent que non. Que non, finalement, René Lévesque est sensible à leur doléance et à leur parcours historique douloureux. Le sujet de l'antisémitisme, c'était quasiment un passage obligé. Quand on s'intéresse à ce point aux Juifs québécois, il fallait éventuellement poser cette question. Antisémitisme, anti-judaïsme au Québec. Alors là, on voit un livre, Anti-judaïsme et influence nazie au Québec. Attention, avec un tel titre, ça pourrait créer un incendie si on ne lit pas le livre au complet. Le cas du journal L'Action catholique. Alors, tout de suite, la question qui tue, Pierre-Anctil. Est-ce que le nazisme a pris au Québec? Alors, nous, les francophones, Canadiens français d'origine, catholiques d'origine, nous, le groupe dominant au Québec, on a la responsabilité de régler cette question-là. Est-ce que nous, on a été des antisémites? Réponse, oui, il y a eu de l'antisémitisme. Mais comment? C'est ce que je voulais comprendre. Et est-ce que l'idéologie nazie, avant la guerre, avant la déclaration de septembre 1939, est-ce que le nazisme a eu un impact sur notre société? Est-ce qu'on a été séduit? En anglais, on a écrit là-dessus de manière souvent frivole, en consultant pas les sources en français, on a dit des grossièretés. Moi, j'ai de mon devoir d'historien d'explorer cette question et j'ai choisi de l'explorer en lisant l'Action catholique sur une période de 8 ans et en sortant tous les textes pertinents, les textes sur les Juifs de Québec, l'Action catholique paraît à Québec, sur les immigrants, sur le nazisme et sur les persécutions juives en Allemagne. Presque 2000 textes. Alors, quand on a 2000 textes, on commence à avoir quelque chose qui est un discours dominant. Oui, on a un discours antisémite dans l'Action catholique, c'est très clair. C'est le discours dominant de l'Église, c'est-à-dire les Juifs sont un peuple qui n'a pas accepté le Christ, qui est marginal, qui mérite d'être mis à l'écart. C'est l'anti-judaïsme traditionnel de l'Église depuis 2000 ans. Est-ce que, pour autant,
on a adopté l'idéologie nazie. L'antijudaïsme et le nazisme, c'est quand même... Deux choses. peut avoir tout un écart. Alors, l'idéologie nazie n'est pas basée sur une notion doctrinale religieuse du christianisme, c'est basé sur le racisme et basé sur l'extermination, la volonté d'exterminer, pas seulement de mettre à l'écart, mais d'exterminer les populations juives, allemandes et autres. Et la réponse est non. Jusqu'en 1934-1935, l'Action catholique a observé les nazis, puis ils ont jugé que oui, c'est bon parce que c'est des anticommunistes. Oui, c'est bon parce que les Juifs, c'est des gens dangereux. Mais passé à certains points, ils ont commencé à douter. Puis ils se sont dit, pourquoi user de tant de violence? On ne peut pas, nous, les chrétiens, parce que le journal est officiellement chrétien, officiellement catholique, il est un organe du diocèse de Québec. On ne peut pas traiter les gens de cette façon. On peut les mettre à l'écart, on peut avoir des méfiances face à eux, mais on ne peut pas attenter à leur réputation, à leur bien, à leur vie. Le grand tournant est venu quand Hitler a commencé à persécuter l'Église catholique allemande. Là, l'Action catholique a jugé ça complètement inacceptable. Et là, on a changé de discours. On a dit, pas le communisme est pire que le nazisme, mais le nazisme est pire que le communisme. Et ça a été un tournant qui s'est pris en quelques mois. Et en 1937, en mars, Pie XI a publié l'encyclique anti-nazi, Mitbrennender Sorge, et à partir de là, tout ce qui était nazi est sorti du journal, a été condamné, et même plus loin, on a considéré que les persécutions catholiques du régime nazi étaient un crime contre l'Église catholique et toute autre forme de totalitarisme et de violence nazie. Ça, c'est ce qu'on appelle de la littérature secondaire. C'est-à-dire que c'est un livre qui n'est pas écrit par Pierre Anctil, mais par sa descendance universitaire. Et là, il y a un livre qui a été explicitement dédié à un nazi québécois. C'est Adrien Arcan. Est-ce que c'est un mouvement important, les chemises bleues d'Adrien Arcan? C'est un mouvement très marginal. Et ses journaux, c'est un mouvement marginal aussi. Il n'est pas sûr. Et pour le comprendre, il va falloir faire une analyse de ses textes, de ses publications, de ses journaux. Il n'est pas sûr qu'Adrien Arcan a fait autre chose que de prendre une posture opportuniste et de s'emparer des semblèmes nazis parce que c'était quelque chose de fascinant, de puissant à l'époque, quelque chose qui pouvait produire une popularité, et je pense qu'il a tout simplement employé ce langage. Il y a des grandes différences entre le langage d'Adrien Arcan et le langage des nazis, soit dit en passant. Et il a recyclé quelque chose qui semblait un véhicule pour lui vers le pouvoir. Au fond, c'est un agitateur avec quelques centaines de membres, opportuniste, et qui a surfé sur un flou aussi. Au début, les nazis, on ne sait pas trop. Oui. Puis là, quand ça commence à devenir vraiment violent, c'est condamné par le pape, et là, il est débranché. Arcan choisit le mauvais côté. Arcan pense que, évidemment, c'est difficile en 1933 de savoir ce qui va arriver, mais Arcan pense que Hitler, Mussolini, c'est une forme de totalitarisme acceptable avec lequel on peut vivre, et il pense que ça va lui donner un biais pour monter au pouvoir. Il pense la même chose, en fait, jusqu'à ce que l'Église condamne, jusqu'à ce que ça déborde, que ça devienne trop violent et que ça soit plus acceptable socialement et politiquement. Puis il est emprisonné en 40. Donc, il a perdu la partie complètement. Au départ, les premières années, parce que le Goglu, le journal paraît en 29, la première fois, il n'y a pas d'emblème nazi là-dedans au départ. Il y a seulement un antisémitisme classique. Alors, pour ceux qui s'intéressent, de savoir jusqu'où le nazisme a levé au Québec, oui, il y a le livre de Hugues Théoret. Il y a aussi Jean-François Nadeau qui a écrit un livre sur le même sujet. Je pose une question parce que, au fond, les Juifs, les Canadiens français, c'est quand même des sujets difficiles. C'est un sujet difficile. C'est un mélange qui produit de la complexité.
Est-ce qu'on peut comprendre bien des tensions, parce qu'il y en a eu entre Juifs et Canadiens français, par un choc entre deux groupes minoritaires à l'avenir incertain? Ça, c'est très clair. Je pense que tu as parfaitement raison, Guillaume. Les deux populations se trouvent mises en présence l'une de l'autre subitement, sans préavis. Tout à coup, il arrive dans la métropole 10, 15, 20 000 Juifs, ils s'installent. Wow! Puis Et les Québécois n'ont pas de ministère de l'immigration à l'époque. Non. Puis eux découvrent le Canada français, ils découvrent que c'est pas une ville anglophone. Puis les Canadiens français découvrent que ces Juifs-là, c'est pas des Britanniques, là. C'est autre chose. C'est une rencontre complètement inattendue, difficile, complexe, et ça prend beaucoup de rigueur, ça prend beaucoup de parcours systématique des archives et de réflexion pour venir à bout de ce que ça voulait dire, cette rencontre, qui s'est passée entre deux groupes qui n'avaient pas une langue commune, pas le français comme langue commune, n'avaient pas l'anglais ni le yiddish, et qui n'avaient pas un véhicule religieux commun, qui les aurait mis au moins quelque part dans la même grande assemblée. Alors, c'est la même chose avec les anglo-protestants, mais les anglo-protestants dominent, ils n'ont pas besoin d'attendre de voir ce que les Juifs vont faire. Oui, ça a produit une rencontre tout à fait particulière entre deux minorités, et d'ailleurs, ça va être reflété dans les écrits juifs. Quand on fouille plus en yiddish, qu'on regarde plus profondément, on découvre que, oui, les Juifs acceptent l'idée que c'est une rencontre entre deux peuples minoritaires, deux peuples marginaux, et que c'est plus difficile pour cette raison-là qu'avec un groupe dominant comme les anglo-protestants. Aucun groupe est en mesure de s'imposer et aucun groupe est en mesure de comprendre l'autre exactement. Ça va donc durer jusqu'au grand rendez-vous de 1960, l'élection de Jean Lesage, la Révolution tranquille. Et là, les Juifs devenus anglophones vont pouvoir entrer plus massivement et on va avoir un groupe qui apprend le français. Alors, Victor Goldblum est un exemple de ce qui se produit après la Révolution tranquille, un député libéral qui est très à l'aise en français, qui va devenir ministre du gouvernement Bourassa et qui va représenter la volonté de collaborer, de créer un lien. On a passé une bonne partie de la journée à parler des Juifs, de l'anthropologie, des Franco-Américains. Et là, toute l'œuvre est sur la table. Et donc, il y a une opportunité de faire une photo. Prêt? Absolument. Parfait, on va faire ça. On va faire une photo de toi et de ton œuvre avec le plus de naturel possible. Plus comme ça. Puis là, regarde-moi. Ah, c'est pas mal, ça. OK, ça, c'est vraiment bon. Ouais, ça fait pas. Ça va. On va juste le remettre comme il faut. Ouais. Non, là, il est en français, celui-là. Il y a un article là-dedans. Ils sont tous à l'envers. C'est vraiment... Ça, c'est bon. Ça, c'est à l'envers. Je pense que là, j'en ai pas. Ah non, j'en ai pas. OK. Ouais! 3, 2, 1. 3, 2. Oh ouais, c'est bon. 3, 2, 1. Regarde plus vers moi maintenant.
y a quelque chose dans cette photo-là. Et celle-là, tu sais. Celle-là est pas mal. Oui, c'est bien ça. Ah oui, c'est bien. C'est bon, c'est bien. Vraiment, là, oui. On est en décembre. Il est presque 16 heures et le soleil se couche tôt. Et pour reprendre une formule popularisée par des radios canadiens, la soirée est encore jeune, tout comme la retraite de Pierre Anctil. Oui. Parce que 70 ans, pour un retraité, c'est quand même tout jeune. Oui, et puis, bon, j'ai des perspectives encore qui me sont chères, j'ai des projets. Oui. Alors, on n'a pas pu prendre notre café ce matin, ni cet après-midi. Alors là, un petit verre. L'Echaim, Shabbat Shalom. L'Echaim, ça veut dire santé, c'est ça? La vie. OK, la vie. À la vie. Et Shabbat Shalom, on est vendredi soir. Le soleil, dans quelques minutes, va se coucher. Est-ce qu'on peut boire de l'alcool après le sabbat? Oui, il n'y a pas de Wow! problème. On peut pas pendant la semaine de Pâques, mais on peut, oui. OK. Ils boivent de l'alcool, les Juifs? Pas de problème avec ça? Pas de problème avec ça. 5 questions pour terminer pendant que le soleil se couche et avant de retourner à la maison. On vit aujourd'hui une période de transformation des sensibilités. Les minorités sont de plus en plus nombreuses, veulent parler en leur nom, et ça devient de plus en plus délicat de parler de ces groupes. Mais s'il y a une personne à qui on peut bien poser la question, Pierre Anctil, tu as fait ta carrière sur les Juifs et tu ne seras jamais juif. Alors, Exact. comment parler d'une minorité dont on ne fait pas partie? Je parle pas aux Juifs. Je m'adresse pas à eux nommément. Je cherche pas à modifier leur identité ou même à les représenter ou à parler à leur place. Je parle à la majorité et j'explique ou j'exprime une réalité que je transpose. On appelle ça des passerelles ou des passeurs. Les communautés ont besoin de gens qui sont capables de passer d'un état à l'autre et de transmettre une sensibilité identitaire différente. Et on a besoin de ça. On a besoin de gens, pas nécessairement issus de la communauté qui nous intéresse dans ce cas-ci, mais on a besoin. Et j'ai souvent eu ce message de la part des personnes juives. Il y a des choses que Pierre Anctil peut faire que nous, on ne peut pas faire. Qu'est-ce que Pierre Anctil peut faire ou dire à propos des Juifs? Il peut représenter l'histoire d'un point de vue différent, mais intéressant, sans intervenir dans ce qui est l'identité profonde, les choix profonds des personnes d'origine juive qui forment à Montréal une ou plusieurs communautés. Alors, c'est cet équilibre, ce rapport qui est long à cultiver, à présenter, à assumer. Et inversement, il y a des personnes juives qui pourraient faire le même travail. En 30 ans et plus de recherche sur les Juifs, combien de fois Pierre Anctil s'est fait dire « Tu ne peux pas parler de ça par les Juifs ». Presque jamais. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la Shoah, l'Holocauste, ou d'autres événements très douloureux que les Juifs ont vécus doivent appartenir à la conscience mondiale. Il faut que ça quitte les limites, les frontières de la vie juive pour que ça ne se reproduise plus. Ou que ça ne se reproduise pas pour d'autres peuples. Alors, il n'y a pas de monopole sur ce genre de choses. Et nous, les non-juifs, on doit en parler. Et on doit en parler d'une manière qui n'est pas celle dont les victimes vont en parler, mais d'une manière qui est convaincante et qui permet l'échange. Alors, le but de l'anthropologue, c'est de permettre l'échange, le but de l'historien aussi. Et quand on a les deux valises, on espère permettre un échange plus profond. C'est très important dans ton œuvre, traduire du yiddish au français
Mais peut-être qu'au fond, un anthropologue, c'est un traducteur d'un autre genre qui va traduire des situations. Oui, des émotions, des ressentis, des aspirations, des positionnements. Oui, absolument. Bien, c'est aussi un traducteur dans le sens littéral. J'ai traduit des textes, j'ai été un traducteur, mais j'ai traduit des textes qui avaient une signification aussi au-delà du littéraire. Et je l'ai fait en français parce que je voulais décloisonner ce monde. C'était la première fois, soyons clairs, pratiquement, qu'on passait du yiddish au français. Ça crée une transformation aussi. Ça permet à des témoignages de traverser des frontières, soit des survivants de la Shoah, soit des gens qui sont arrivés à Montréal au début du siècle, ou toute autre forme d'émotion, d'expression, de culture juive, qui se trouve donc accessible. Ouais. Il y a une réelle sagesse dans la culture juive. Ils veulent qu'il y ait des relais non juifs pour parler de tout ce qui est arrivé. Et s'il y a une communauté qui aurait pu se refermer sur elle-même après la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les Juifs. Mais c'est pas arrivé. Alors, l'Église catholique a fait la promotion après la Deuxième Guerre mondiale, entre autres dans l'encyclique bien connue de Paul VI, Nostra Aetate, a fait la promotion de la compréhension mutuelle. Les Juifs ont compris que ça avait un sens nouveau. Alors, c'est plus les chrétiens qui regardent les Juifs de haut pour les marginaliser, c'est les chrétiens qui disent « on est issus du judaïsme ». On n'est pas des Juifs, mais on a issu de certains éléments du judaïsme qui ont marqué profondément les premiers chrétiens. Pour ça, il faut étudier, pour comprendre ça, il faut étudier le judaïsme. Alors, dans l'encyclique et dans les éléments qui ont suivi, il y a des injonctions claires à pénétrer, apprendre, apprécier, décoder le judaïsme. Il y a quelques années, avec ton frère, tu as fait un livre de photos familiales. Oui, oui. Où là, on voit le petit Pierre de 4 ans, de 5 ans. Exact. Avec sa famille et vraiment de vrais et authentiques portraits de famille à l'ancienne, où tout le monde sourit de la même façon. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on voit un petit Pierre qui est un vrai bon catholique. Absolument. Qui va à la confession, qui fait sa confirmation. Communion. Et là, on regarde ça et on se dit, comment est-ce que c'est possible qu'une personne qui avait l'air on pourrait dire un archétype de l'enfant catholique se retrouve à s'ouvrir? Quand j'étais jeune garçon dans la paroisse Saint-Dominique à Québec, un peu plus tard peut-être, autour de l'âge de 15-16 ans, les dominicains étaient au fait, étaient des étudiants, des porte-paroles de la doctrine vaticane. Et dans notre paroisse, un jour, à la salle paroissiale, on a assisté, les membres de la paroisse, à un seder de la semaine de Pâques, avec les ingrédients sur l'assiette, avec l'exil de l'Égypte vers la terre de Canaan, avec tout le message de libération, entre nous, entre catholiques, avec des prêtres dominicains. Et c'est un événement qui a été marquant. Sur le coup, j'ai absorbé ça, puis j'y repensais après. Donc, c'est pas banal, c'est pas secondaire. Déjà, la transition est en train de se faire. Alors, on est, moi je le dis comme ça, mais les gens qui s'intéressent au judaïsme montréalais, on est les héritiers de cette ouverture qui s'est produite, alors que moi j'étais très jeune. Et on est les héritiers aussi de la Révolution tranquille, qui a ouvert certaines portes. Qui a dit, c'est pas l'identité religieuse qui est la plus importante, c'est l'identité linguistique et culturelle. Et à partir de là, plus la loi 101. Alors là, on est dans un autre monde, qui est un monde où il y a des passages, des complexités qu'on peut décoder plus facilement. Les Juifs de Montréal, le yiddish, tu as appris l'anglais en bas âge, ça t'a sans doute ouvert les perspectives. Il n'y a pas tous les Canadiens français qui ont eu cette chance d'apprendre l'anglais rapidement. New York, les Franco-Américains, et on dirait qu'il y a un modus operandi
qui s'est développé chez Pierre Anctil, c'est le contact. Est-ce que d'aller vers les autres, c'est au fond la meilleure formule pour dédramatiser les relations interpersonnelles et interculturelles? Oui, il y a un contact bienveillant. C'est le mot bienveillant qui est important. C'est la rencontre de l'autre doit être sur des bases d'ouverture et de patience et d'accueil. Pour ça, il faut avoir une certaine force, une certaine assurance que moi, je crois que les francophones de la majorité ont maintenant. Et il vaut mieux ce positionnement que le positionnement de fermeture, de négation de la diversité ou le positionnement du minoritaire qui craint tellement le contact avec l'autre qui le refuse. Alors, c'est à ce point-là qu'on est rendu à dire, collectivement, les francophones, on peut faire cette jonction avec l'autre. Pardon pour cette formule cliché, Pierre, mais se mélanger, ce n'est pas se renier. Oui, c'est-à-dire prendre conscience, connaissance des balises identitaires de l'autre, si différentes des nôtres. Alors, dans le cas des Juifs, c'est pas difficile de voir que c'est très différent. C'est pas des balises chrétiennes, c'est des balises du Moyen-Orient qui sont beaucoup plus anciennes. C'est pas se renier, c'est pas s'amoindrir, c'est au contraire ouvrir une porte, permettre aux Juifs et aux autres communautés de participer pleinement sans se sentir, je dirais, menacés ou inconfortables. Et ce qu'on dit aussi, encore une fois, une phrase cliché, mais des fois, d'aller vers l'altérité, c'est mieux se connaître soi-même. Oui. Ça, Pierre Anctil, l'anthropologue, Oui. est d'accord avec ça, c'est certain. Un dernier point, l'université. Parce que tu as fait ta carrière là, puis souvent qu'on passe 20 ans dans l'université, plus le doctorat, etc. C'est long. On a une expérience, mais même une perspective critique sur l'institution et ses transformations. Aujourd'hui, faire de la recherche, c'est plus ce que c'était. Il y a les demandes de subventions, les comités d'éthique, les politiques de diversité, d'inclusion, etc. Est-ce que si toutes ces règles, toutes ces procédures s'étaient appliquées il y a 40 ans, est-ce que Pierre Anctil aurait réussi à faire une œuvre aussi considérable? Bonne question, hein, Guillaume. Un jour, je venais juste de terminer mon doctorat, puis le département d'anthropologie de l'Université Laval nous a envoyé un questionnaire. Où vous en êtes? Qu'est-ce que vous faites? Et à quelle pratique vous comparez? Qu'est-ce qui est le plus proche de ce que vous faites? Et moi, j'avais répondu écrivain. La solitude de l'écrivain, l'indépendance, la volonté de chercher, de découvrir. Et ça peut se faire en dehors des structures universitaires. Il y a une orthodoxie, un corporatisme, il y a une volonté de travailler dans des silos. Oui, j'ai gagné ma vie comme universitaire pendant presque 20 ans. Je sais que ça existe, mais c'est aussi un monde qui permet, si on veut bien, si on est disposé à le faire, il permet de prendre des risques, de se positionner comme personne autonome, chercheur, écrivain indépendant. Et c'est la position que j'ai prise. Et toutes les demandes de subventions, combien de subventions Pierre Anctil a fait pour arriver à 45 livres, presque 50? Presque aucune. Et comment c'est possible tout ça? Et c'est pas nécessaire d'avoir un peu des fonds? Oui, bon, il y a certains fonds. Par exemple, j'ai eu la bourse Killam. 2 ans qui m'ont été donnés par la bourse pour faire mes propres recherches. Avec ça, que j'ai exploré la poésie yiddish de Montréal et que j'ai fait des traductions de l'œuvre de Jacob Isaac Segal. J'ai eu à l'occasion des avantages, des voyages, mais des grands projets de recherche dont l'administration peut être très lourde, non. C'était pas ma façon d'aborder la question. Pourquoi ça rajoute de la complexité pour rien? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on gère du savoir au lieu d'en produire, et puis on est dans une logique de bureaucratie. Les universités ont besoin de fonds, ils vont vous convaincre à tout prix
de déposer des demandes, et etc., etc. Le travail du chercheur n'est pas là. En terminant, Pierre, qu'est-ce que Pierre Anctil souhaite à l'université pour les prochaines années et les prochaines décennies? J'ai mené une campagne il y a quelques mois à l'Université d'Ottawa. J'ai participé à un groupe qui a lutté contre la censure imposée par le recteur Frémont. À l'effet qu'on ne pouvait pas employer certains mots, on ne pouvait pas utiliser certaines images et qu'on n'était pas, nous les professeurs, suffisamment outillés, suffisamment expérimentés pour entrer dans une démarche pédagogique. Et je continue de croire que c'est l'autonomie, c'est l'ouverture sur le différent, c'est la possibilité d'explorer qui compte le plus. Au fond, si on ne peut pas parler des sujets difficiles à l'université... Qui va le faire? Ouais. Et où? Et certainement pas la classe politique. C'est une éloge de l'université à son meilleur. Merci Pierre pour ce bilan de carrière. Ça fait plaisir. Un bilan de carrière, mais une carrière qui n'est pas tout à fait Qui terminée. n'est pas terminée et qui va produire, je le souhaite, encore d'autres résultats.